Pour la petite histoire, avec mon mari, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Wow. Et ça m'horripilait j'aimais manger avec une assiette en particulier. Et ça me dérangeait qu'il ne réalise pas que j'aimais cette assiette. Bonjour, bienvenue à Mindful Moment, votre podcast qui explore les chemins vers une meilleure santé mentale. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de relations toxiques et de thérapie de couple avec Sarah Adou. Bonjour Sarah. Bonjour Yana. Ça va? Oui, je vais bien. Et toi? Ça va très bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs? Alors, moi je suis donc Sarah Adou, je suis psychologue, chrétienne, mariée et maman de 2 enfants. Et j'exerce dans le courant des thérapies cognitives et comportementales et de la neuropsychologie. Et j'exerce depuis, je pense, près de 8 ans. Et je suis installée depuis peu à Abidjan. Enfin non, depuis un bon moment, depuis 2018. Ah. Donc ça fait un bon moment en fait. Oui, voilà. Qu'est-ce qui t'a tournée vers la psychologie? Alors, c'est un peu particulier. Je me suis retrouvée en psychologie déjà parce que j'aimais la médecine, donc je voulais être médecin et travailler dans tout ce qui est neurochirurgie d'abord. Et puis finalement, j'ai échoué lamentablement en médecine. Et je me suis réorientée. Mon plan B, c'était les ressources humaines, mais je ne voulais pas aller en fac d'économie. Donc je suis allée en fac de psychologie pour faire de la psychologie sociale. Et là, dès les premiers cours de psychologie clinique, parce que c'est un parcours global, dès que j'ai découvert la psychologie clinique, je me suis dit, mais non, je ne veux pas faire ressources humaines. Moi, je veux vraiment pouvoir aider les gens à aller mieux. Et en fait, j'ai découvert des choses, parce que j'étais en France, donc à Clermont-Ferrand, et j'ai découvert que tout ce qu'on voyait en Côte d'Ivoire, par exemple le handicap, les enfants atteints d'autisme ou de déficience intellectuelle, des personnes déprimées ou des personnes qui avaient des troubles psychotiques, etc., en Côte d'Ivoire, moi en grandissant, je me disais, je faisais partie de ceux qui disaient ils sont un peu fous, ou du coup c'est des personnes qui sont toc-toc comme on dit, et là… Ça vient de les sorciers. Exactement, exactement. Et là, dès que j'ai mon premier contact avec la psychologie clinique, je me suis dit, mais en vrai, on nous a menti. C'était pas vrai, c'est possible d'aider ces personnes, c'est possible d'aller mieux et de retrouver vraiment… de retrouver sa vie et de vivre la vie qu'on mérite malgré le fait qu'on ait certaines difficultés. Et donc là, j'ai réorienté mes plans et j'ai poursuivi mon parcours en psychologie clinique avec toujours le projet de rentrer et d'apporter ici ce que j'ai appris là-bas et que j'avais la sensation qu'on ignorait ici. D'accord. Et c'est quoi la thérapie cognitive et comportementale? Alors, les thérapies cognitives et comportementales, donc TCC, c'est un courant en fait de thérapie, c'est un type de prise en charge qui est très cognitiviste, très scientifique et qui se base sur l'importance des pensées, sur les émotions et sur les comportements. Donc le cœur des TCC, déjà, ce sont des thérapies brèves. On pense souvent que quand on va chez le psychologue, ça doit durer 4-5 ans. Parfois, en TCC, on peut faire un accompagnement de 10 séances qui peut durer 10 séances peut-être sur 3 mois ou parfois c'est possible d'avoir 5 séances. Bon, 10, 15, voire 20 séances pour, par exemple, une dépression. Et donc, le cœur des TCC, c'est vraiment d'aider la personne à travailler sur son comportement aujourd'hui, en travaillant sur ses émotions, en apprenant à maîtriser ses émotions. Mais comment maîtriser nos émotions? C'est en travaillant sur nos pensées. Parce que ce sont nos pensées qui influencent ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent influence ce qu'on fait. Mais nos pensées viennent d'où? De nos schémas de pensée. Et les schémas de pensée, c'est par exemple de se dire tous les hommes sont méchants, ou toutes les femmes sont terribles, ou le fait de croire du coup les gens ne m'aiment pas. Ça, ce sont des schémas de pensée qui sont dysfonctionnels, mais qui viennent de l'enfance, des blessures, de l'éducation, des préjugés qu'on peut avoir. Et donc, ils vont guider les pensées qu'on va avoir dans certaines situations. Et donc, le cœur des TCC, c'est de déprogrammer un peu ces schémas de pensée qui sont limitants, pour pour avoir des nouveaux schémas de pensée et un nouveau mode de pensée qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Ok. Est-ce que tu as beaucoup de couples aujourd'hui en thérapie? Oui, quand même, pas mal. Et avec eux, justement, tu utilises les TCC? Exactement, oui. C'est ça. Avec eux, avec les couples, en fait, il faut voir les TCC comme une boîte à outils qu'on peut appliquer à différentes problématiques. Et effectivement, avec les couples, on travaille beaucoup avec les TCC, justement. Et le cœur de l'accompagnement sera de comprendre déjà le couple, savoir d'où viennent les difficultés, parce que parfois, c'est comme j'ai dit dans le passé, et savoir, du coup, au niveau de l'homme et au niveau de la femme,
quels sont les schémas de pensée bloquants? Parce que les schémas de pensée peuvent être liés à soi-même, se dire que si je ne secoue pas ou si je ne suis pas violent, ma femme ne pourra jamais m'écouter. Parfois, il y a des personnes qui se disent ça, mais elle ne me respecte pas, il faut que je la secoue un peu pour qu'elle m'écoute. Donc ça, ce sont des schémas de pensée qui sont dysfonctionnels. Donc on va chercher, par exemple, au niveau de l'homme, d'où est-ce qu'il sort ce schéma de pensée et on le travaille. Exactement. Exactement. Souvent aussi, c'est des difficultés à s'affirmer. À s'exprimer aussi. C'est ça, à s'exprimer et parfois même à s'affirmer. C'est-à-dire qu'un homme, parfois dans un couple qui va avoir beaucoup recours à la violence, peut avoir des difficultés à s'affirmer, à communiquer efficacement et donc avoir recours à la violence pour arriver à faire passer le message. Donc au lieu d'être affirmé, il est agressif. Oh là là, ok, d'accord. Oui, et donc on peut avoir en face une femme aussi qui va être agressive ou qui va être passive et inhibée. Donc qui ne va pas non plus s'affirmer, mais qui va laisser passer, qui ne va pas faire valoir ses droits de manière saine. Et donc dans la thérapie de couple, les TCC sont là. On identifie les schémas de pensée et on travaille les activateurs, on voit les schémas effectivement dysfonctionnels, les différents cycles par lesquels le couple peut passer et on y travaille justement pour déprogrammer un peu cette manière de fonctionner, pour avoir des meilleures manières de fonctionner. C'est quoi la différence entre un couple qui va mal et un couple où il y a une personne qui est toxique, où le comportement du couple, en tout cas, est toxique? C'est-à-dire, parfois, on traverse une mauvaise passe avec son conjoint, mais c'est juste ça. D'accord. Parfois, on est dans une relation toxique. Oui. Comment est-ce qu'on voit la différence? Ok. Mais déjà, être dans une relation toxique, un couple qui va mal, c'est transitoire. C'est transitoire, ça ne dure pas toute une vie, ça ne dure pas depuis le début de la relation. Voilà, c'est transitoire. Et on a des phases quand même, on a des moments où je ne sais pas si je vais dire des départements de la vie de couple qui vont bien. Voilà, et on arrive à avoir une certaine satisfaction. Mais un couple qui va mal, on va vraiment, un couple où on a une personne toxique, on va avoir un décalage. On va avoir une personne qui est vraiment malmenée et qui souffre. Parfois, le fait d'être malmené n'est pas forcément physique, ce n'est pas de l'agression. Ça peut être de l'agression physique et verbale, mais ça peut être des comportements. Donc une personne qui est brimé, qui est opprimé au sein de la relation. Alors qu'un couple qui va mal, tous les deux ne se sentent pas bien, ils peuvent vraiment identifier à partir de quand ça a commencé à péricliter et pour quelles raisons de manière floue. Mais un couple où il y a une personne toxique, c'est leur schéma, c'est leur fonctionnement qui est comme ça. Je ne sais pas si tu... Oui, je vois. Ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé. Ou alors c'est devenu comme ça, mais finalement c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Alors qu'un couple qui va mal, souvent ils se rendent compte qu'il y a un inconfort. Mais parfois, un couple qui est dans une relation toxique, c'est leur normal qui est la toxicité et le normal pour eux. Est-ce que tu penses... Et la norme. Ouais, et la norme pour eux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a plus de relations toxiques? Oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas, laisse-moi réfléchir. Parce qu'en tout cas, comme je te disais en off, on a plus ce terme-là qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. On voit sur les réseaux sociaux, on voit que à chaque fois que tu vas parler d'une relation à ta copine, attention, est-ce qu'il n'est pas toxique? On en parle beaucoup plus. Est-ce que c'est quelque chose de notre temps ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été... Alors, je pense que c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais ça, c'est vraiment mon opinion. Je n'ai pas de données objectives sur le sujet. Mais je pense que ça a toujours été là parce que quand on écoute des parents, des tontons, des tatas, des papis, des mamies, certains peuvent exprimer des relations toxiques, pas des couples qui vont mal, parce que ça arrive. Dans la vie d'un couple, il y a des phases, il y a des moments où ça ne va pas, on arrive à régler les problèmes et on se relève, on surmonte les crises. Mais effectivement, par moments,
j'ai l'impression que ça existait, mais juste les personnes le vivaient de manière cachée, ou n'en parlaient pas, ou alors elles se disaient que c'était correct, que c'était normal, peut-être même qu'elles ne réalisaient même pas que ce n'était pas correct à cause du contexte social et culturel à l'époque. Et donc je pense que ça a toujours existé. Tout le monde était un peu dans une relation un peu toxique. Ouais. Je suis comme tout le monde au final. Oui, effectivement. Et finalement, c'est normal. Et puis finalement, vu qu'on n'en parlait même pas, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, les personnes étaient très secrètes, n'en parlaient pas. C'est-à-dire que ton couple, vraiment, exactement, n'en parlait pas parce que c'est ça. Ça te donnait le mauvais œil. Tu vas avoir d'autres personnes qui vont venir parler dans ton couple, ce qui est compréhensible. Hein. Jusqu'aujourd'hui, c'est un peu chiant quand on vient mettre son grain de sel dans ton couple. Mais je pense qu'avant, le couple était tellement sacré. Et c'était comme insulter ton couple que d'aller parler de ton couple à quelqu'un en dehors. Tout à fait. Et c'était un peu mal vu. Je prends l'exemple, par exemple, de la dépression postpartum. Les mamans, avant, elles le vivaient. Quand elles l'expliquent, on voit qu'il y a des choses qu'elles vivaient, ou bien les fausses couches, etc. Mais aujourd'hui, on en parle. Avant, c'était très secret, très tabou. Il ne faut pas en parler. Si ça ne va pas dans ton couple, tu ne dis pas. Tu surmontes, tu as... Tu dois vivre ça seule. Exactement, tu vis ça seule. Alors qu'aujourd'hui, on en parle et puis on a les médias, les réseaux sociaux, on a vraiment des informations qui sont diffusées assez facilement. Donc, on voit un peu ce qui se passe, on comprend, on est assez informé. Donc, je pense quand même que les vraies relations toxiques, il y en avait. Après, aujourd'hui, parfois, je pense aussi qu'on entend ce terme beaucoup. On entend souvent ce terme et parfois, il est un peu abusé. Parce que parfois, on n'est pas dans le cadre de relations toxiques, on est juste dans le cadre d'une relation saine. Qui a un problème. Qui a un problème, ou alors parfois on est dans le cadre d'une relation saine et on doit faire des efforts sur soi, travailler le caractère, etc. Encore une fois, de manière saine, pas avec de la manipulation, etc. Et parfois on peut se dire non mais c'est toxique. Parce que je sens que j'ai quelques efforts à faire pour m'améliorer en tant que personne, pour apprendre à faire des compromis, etc. Parce que ça me secoue un peu, je me dis que c'est toxique, alors que pas forcément. Donc parfois aussi aujourd'hui, ce terme-là est un peu abusé. Peut-être que le fait d'avoir l'impression qu'il y en a plus aujourd'hui, il vient de là. Ouais. Peut-être que cette impression vient de là, mais je pense foncièrement que non. Ouais. Et donc ça, c'est quelque part quelque chose de bien que les réseaux sociaux nous ont amené, c'est la libération de la parole. Mais je trouve aussi que à partir de notre génération, je dirais ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, on a vécu aussi avec les films, les séries, les grands moments de l'entertainment en fait, et ensuite les réseaux sociaux qui amplifient encore plus ça. Donc je pense qu'on a grandi beaucoup avec des schémas de couple irréalistes. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas je sais que j'avais une idéalisation du couple qui était totalement fausse. Oui. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire du prince charmant, je pensais vraiment que quand j'allais être grande et me mettre en couple, c'est comme ça que ça allait se passer. Que forcément déjà ça allait être un coup de foudre, que forcément après... le garçon, il devait n'avoir Dieu que pour moi, faire des grands gestes, des grands arabesques, voilà, et les pleurs, et qu'il allait avoir un grand truc. Et en fait, ça amène en fait un comportement toxique parce que en fait, quand tu as tellement d'attentes et que ça ne se passe pas exactement comme dans ta tête. C'est ça. Tu t'es imaginé, tu penses que ah non, la personne n'est pas bien pour moi ou elle ne m'aime pas. Exactement. Ah si la personne n'a pas fait tant, c'est que c'est pas la bonne personne. Et quelque part, des fois, tu passes à côté ou tu en veux à une personne, mais en fait, c'est parce que la société nous a un peu, je pense, menti. Tout à fait. Clairement sur les relations, parce que quand après tu parles à tes parents, à tes grands-parents, tu vois qu'en fait aussi, il n'y a aucune de leurs relations qui ressemble au film qu'on a. Tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est tellement intéressant ce que tu dis. Effectivement, les films nous ont menti, tout ce qui est Walt Disney et tout ça. Et aussi, parfois, dans les familles, on nous a menti. Parce que parfois, les parents ne... Alors, on a beaucoup expliqué et c'est vrai, c'est important de ne pas avoir de disputes,
C'est important de protéger les enfants des grosses disputes. Déjà, ça ne devrait pas arriver, les disputes où c'est violent et tout ça, de l'agressivité. Mais par exemple, les désaccords. C'est correct en fait d'avoir des désaccords en face des enfants parce que ça leur permet d'avoir une vision saine de ce qu'est un couple. On a des désaccords et puis après on trouve un compromis, on en discute, etc. Et parfois il y a certaines personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de thérapie de couple qui avaient une vision aussi faussée du couple en disant mais moi le couple de mes parents n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de conflit, ils étaient d'accord sur tout, c'était comme ci, c'était comme ça. Et je dis peut-être que justement, ils ne vous montraient pas ce qui est bien. Exactement. Mais ils avaient des désaccords. Ton papa et ta maman ne peuvent pas avoir été d'accord sur tout, parce que sinon, peut-être que là, vraiment, il y a quelque chose de toxique. Oui, parce que ça veut dire qu'ils se mentaient, quoi, quelque part. Parce que deux personnes ne peuvent pas avoir le même avis. Même des jumeaux n'ont pas le... Exactement, tout à fait. Ça veut dire que peut-être, si c'était vraiment ça, ça veut dire qu'il y a une personne qui réprimait qui elle était, ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait apporter, etc. Et donc, parfois, dans la famille dans laquelle on a grandi, on a eu un schéma un peu faussé où tout est parfait, etc. Et on arrive dans son mariage, on se dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi il aime le violet et moi j'aime le bleu? Mais normalement, on a la même couleur. Pourquoi est-ce qu'il ne m'offre pas de fleurs? Pourquoi il ne fait pas ci? Pourquoi il ne fait pas ça? Et par rapport aux, comme tu disais, les films, etc., parfois aussi, on a cette vision faussée du fait que les péripéties dans le couple sont romantiques. C'est ça. Le fait que la jalousie, quand il est jaloux, c'est... Mais c'est ça, la toxicité a été romantisée, mais d'une manière. Donc en fait, tu vas te dire, ah non mais oui, si il n'a pas cassé la gueule d'un gars parce qu'un gars est venu me parler, bon bah c'est que il m'aime pas, donc il m'aime pas. Tout à fait, et c'est terrible. Et en fait, on nous a montré une vision du couple qui est tellement, je vais dire, facile, alors que moi je dis souvent que pour réussir son couple, il faut être intentionnel. Et il faut être intentionnel à chaque étape, il faut être intentionnel dans la manière de communiquer, apprendre à communiquer, apprendre à savoir dire les choses, apprendre à comprendre et à connaître l'autre. Et aussi parfois, ce qui a été une vision faussée, c'est le fait de se dire que la personne qu'on va rencontrer sera un produit fini. Donc le prince charmant, alors qu'on grandit. Avec la personne. Exactement. Et parfois, nous, on veut que la personne nous accepte, pas fini, mais on veut que la personne soit finie. Mais du coup, c'est pas juste, parce qu'on a vu dans le film que, mais en fait, c'était la petite là qui venait, qui n'était pas finie. Le prince, lui, il est fini. Il est fini. Et il vient te chercher, genre, comme s'il te soulève. Comme... Exactement. Et puis, il va tout apprendre, ne t'inquiète pas, il est là pour... Exactement. Tout à fait. Tout ira bien, tu seras protégé. Tout... Exactement. C'est ça. Exactement. C'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire que lui aussi, il a besoin qu'on le soulève. Lui aussi, c'est ça. Il a besoin parfois de grandir dans sa tête, etc. Et il a besoin d'aide. Tout à fait. Et ce que j'aime bien, tu as dit, c'est parfois à ce moment-là que ça devient toxique. Et en fait, c'est là qu'il y a des difficultés si on n'arrive pas à recalibrer les choses et à se remettre en question, et à se dire, en fait, peut-être que je voyais les choses de telle et telle manière, mais peut-être que je me suis trompée. Si on n'hésite pas à se documenter, à faire des recherches, à poser des questions, à lire, à aller chez le psychologue, pour découvrir qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe, ça peut rester, les choses peuvent continuer à mal tourner, finalement, aller dans une dynamique qui peut être toxique, mais alors qu'à la base, on avait deux personnes qui n'étaient pas toxiques. Exactement, qui n'étaient pas toxiques, qui s'aimaient, qui étaient partis pour réussir, mais qui ont vu les difficultés, les obstacles comme des points bloquants et comme des choses anormales. Alors que dans le couple, les difficultés sont normales et il faut être intentionnel pour les surmonter. Parce que même les marques d'attention, etc., parfois, c'est pas automatique. Et les langages d'amour sont différents. Je sais que pour moi, par exemple, c'est toujours, je pense, un gros problème, le début du couple. Oui. Parce qu'au début, la personne essaye de te connaître. Oui. Toi aussi, tu essayes de connaître la personne. Mais moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui, en général, je suis très sûre, dès le départ. Oui. C'est-à-dire que peut-être que lui, il n'est pas... Moi, je suis... Tu sais. Voilà. Donc j'attends en fait des comportements de couple de 1 an au tout début. C'est-à-dire que pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de dormir, pourquoi tu ne m'as pas appelé en te réveillant, non mais pourquoi on n'est pas déjà tout le temps ensemble, H24. Donc je sais que je dois travailler dessus par exemple.
Et je sais que on est beaucoup dans ce cas-là où on attend beaucoup dès le départ. Et je pense qu'on ne se rend pas compte que les hommes aussi attendent beaucoup dès le départ. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah non, mais moi, je ne vais pas lui donner tout ça. Si elle ne m'a pas montré que elle peut faire tout ça aussi. » Et nous aussi, on est là « Ah, mais moi, je ne vais pas aussi lui montrer si il me donne pas des fleurs, il me montre pas de l'attention. Effectivement. Bah, je vais rien faire. Donc du coup, j'ai l'impression que, en tout cas, notre génération là, on est beaucoup dans l'attente de l'autre. C'est vrai. Énormément d'attente. C'est donc vrai. il y a beaucoup d'abandon. C'est vrai. Et ce que tu dis est tellement vrai quand tu dis qu'on a beaucoup d'attentes. Et les attentes, parfois, peuvent être même irréalistes. Déjà, en fait, quand tu disais on a beaucoup d'attentes, il y a vraiment ce côté-là où, effectivement, on ne va pas être patient et on ne va pas réaliser que les hommes aussi ont certaines blessures. J'entends beaucoup de femmes se dire que ah, non, les hommes, ils sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Schéma de pensée dysfonctionnel parfois. Parfois, c'est vrai. Il y en a qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y en a qui ne le sont pas forcément et qui sont réticents aussi parce qu'ils ont des blessures. Parce qu'ils sont stigmatisés. Exactement, exactement. Ils sont stigmatisés et puis et parfois il y a un jeu de blessures qui se fait et un jeu d'attente parce que du coup l'homme peut avoir des attentes, la femme des attentes différentes et il y a un clash d'attentes. Et aussi parfois ce qu'on peut retrouver en fait chez les couples, c'est vraiment le fait de ne même pas communiquer les attentes. Je ne sais pas si tu vois, j'ai des attentes assez spécifiques, mais je veux que tu devines. Mais c'est ça, Je veux que tu devines que c'est comme ça que je veux que ça se passe. Oui, parce que si tu le dis, c'est comme si tout le charme en fait se perd. Oui. Donc tu n'as pas envie de le dire, sauf que en fait, on rentre dans un schéma toxique. Oui. Forcément. Oui. Parce que si on rentre dans de la non-communication, ben après, tu vas garder, tu vas lui en vouloir. Oui. Et après, sur une dispute, tu vas ressortir des « Ah non, mais… » Tu ne te souviens pas, tu ne m'avais pas appelé le jour où, tu vois, j'attendais ton appel et que voilà, donc j'étais énervée. Donc après, c'est pour ça que maintenant je suis fâchée sur ça. Enfin, tu vois, ça va forcément ressortir à un moment, mais toujours trop tard. Tout à fait. Et ce que tu dis, c'est, comme tu disais avant, les schémas liés au film, etc., ça doit être spontané. Alors que parfois, il faut que ce soit intentionnel. Moi, je me souviens, pour la petite histoire, avec mon mari, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Wow. Et ça m'horripilait j'aimais manger avec une assiette en particulier. Et ça me dérangeait qu'il ne réalise pas que j'aimais cette assiette. Parce que moi, je connaissais tous les couverts, toutes les assiettes. Je savais que c'est frites avec la sauce tomate, avec le ketchup et tout. Et moi, parfois, c'est pas la sauce tomate, c'est le ketchup. Mais quand il me donnait le ketchup, quand il me donnait la sauce tomate, je me disais, mais frère… ça fait combien de temps qu'on est ensemble, tu sais? Exactement, mais il a fallu que je lui dise, parce que je me disais, il doit remarquer. Et j'ai compris que moi, j'étais très observatrice sur ce genre de choses. Mais lui, non. On a des personnalités différentes et parfois il y a des blocages dans les couples parce qu'on a des personnalités différentes et on ne va pas accepter de voir les choses du point de vue de l'autre. On va se dire, oui, je me mets à sa place, mais je me mets à sa place en étant toujours moi. Et ça ne fonctionne pas. Parce que si je me mets à sa place en étant moi, je vais voir les choses comme je les vois. Donc il faut que je me mette à sa place en étant lui. Donc lui, dans son fonctionnement, dans son éducation, etc. Et là, quand je vois les choses de sa perspective, je comprends que, ben oui, en fait, peut-être qu'il n'a pas observé, oui, il n'a pas su que c'était important. Et il a fallu que je dise à mon mari, écoute, quand tu fais ça et ça, je me dis que tu n'as pas observé, tu n'as pas fait attention et j'ai l'impression que tu ne fais pas attention à moi. Il s'est dit, mais c'est juste une assiette. J'ai dit oui, mais non, pas pour moi. Pas pour moi. Voilà comment je l'interprète. Et à partir de là, il a fait attention. Il avait juste besoin de savoir. Et maintenant, quand je m'en rappelle, aujourd'hui, je sais qu'on a eu la conversation. Mais maintenant, quand il fait ce geste-là, il a toujours la même signification. Et je vois beaucoup de femmes ou d'hommes aussi parfois dire mais non, je ne veux pas lui dire parce que ça enlève tout, c'est plus pareil. Alors que finalement, ça c'est une pensée limitante parce qu'après, quand on reçoit cette attention, ben si, on aime bien. Peut-être que, comme par exemple les fleurs ou autres, il y a certaines femmes qui ne vont pas vouloir dire mais j'aimerais bien que tu m'offres des fleurs. Alors que l'autre, il ne sait pas. Parce que lui, pour lui, moi, je sais que ça va me tétaniser de dire ça. Oui. Mais je sais que c'est la chose à faire parce que tant que tu ne communiques pas sur certaines choses, tu ne peux pas en vouloir à la personne de ne pas savoir, en fait. C'est impossible. Mais c'est très difficile, quoi. Oui, et en fait, et là, ça renvoie au fait d'accepter d'être vulnérable.
dans le couple. Et vraiment, en thérapie de couple, on apprend à être vulnérable devant l'autre parce que finalement, où est-ce qu'on va aller dans le couple si on ne veut pas être vulnérable l'un face à l'autre? Parce qu'on forme une équipe, c'est pas chacun pour son clan, on forme une équipe et pour être cette équipe-là qui est soudée, il faut que l'autre voit mes faiblesses et mes limites parce que sûrement, elle va m'aider à les compenser, elle va m'aider à avancer, à les surmonter. Mais parfois, c'est difficile. Et aussi, je pensais aux attentes. Justement, tu avais parlé des attentes et je disais que parfois les attentes ne sont pas réalistes parce que souvent, on va vouloir et attendre de l'autre qu'il remplisse en nous quelque chose dont il n'a pas la substance. Parce que c'est comme si on a différentes fioles de nous, par exemple l'amour de soi, la confiance en soi, un certain épanouissement, par exemple financier ou professionnel, et tout ça, avec d'autres éléments, ça fait partie de ce qui nous permet d'être bien et d'être épanoui. Et parfois, on va rencontrer une personne et on va se dire, mais en fait, c'est toi qui dois m'épanouir. Et je vois souvent des couples où il y a des blocages et la femme n'a pas confiance en elle, mais elle se dit que c'est à son mari de la pousser à avoir. Alors qu'il ne peut pas. C'est comme, et je dis souvent, c'est comme une fiole qui doit contenir de l'huile et lui, il a de l'eau. Donc ça ne pourra jamais être compatible et du coup l'autre, le mari, ou inversement, parfois c'est inversement, le mari qui a des attentes envers sa femme et la femme va s'épuiser à essayer de donner. Mais tu ne vas jamais être satisfait. Hein. C'est ça, parce que la substance qu'elle donne n'est pas ce dont tu as besoin. Il faut que tu ailles le chercher toi-même. Et parfois, justement, en thérapie de couple, quand on arrive à ces moments-là, on se dit, OK, là, en fait, on doit travailler sur toi. Donc là, c'est plus une thérapie de couple que tu proposes, c'est une thérapie individuelle. Exactement. Ça, et ça aide vraiment la personne à identifier. Là, oui, c'est vrai que la confiance en soi d'un mari et d'une femme ou d'un homme ou d'une femme va être influencée. Parce que la distinction que je vais faire, c'était dans le cadre du mariage ou pas, parce que couple, il y a marié, il n'y a pas marié. Dans le cadre du couple, la confiance en soi va être aussi influencée par le partenaire. Mais il y a des moments, en fait, on ne peut pas se dire que si je n'ai pas confiance en moi, c'est à cause de toi. C'est pas possible. Il y a un petit pourcentage, on va dire, je sais pas, de manière arbitraire, par exemple, un 30% qui est lié au partenaire. Et après, tout le reste, ça vient de ton enfance, ça vient de tes accomplissements et ça vient de toi. Et donc, parfois, effectivement, on peut avoir des attentes et se dire, oui, mais là, on est en couple depuis tant, mais je me sens pas comme ci, il me fait pas me sentir comme ça. Alors que... C'est pas la personne. Exactement, c'est ça, c'est pas son rôle. Ouais, c'est vrai que c'est pas son rôle en fait. Et à quel moment, du coup, il faut consulter, selon toi, dans un couple? Parce que parfois, bon, c'est pas forcément automatique. À quel moment on doit se dire, bon, là, ça va pas, il faut qu'on consulte? Moi, je dirais qu'il faut consulter quand on a la sensation que ça va pas. Parce qu'en général, on a la sensation que ça va pas bien longtemps après que ça ait commencé à ne pas aller. Ouais. Donc, du coup, quand on sent que ça ne va pas, on vient. Et aussi parce que, pourquoi laisser, même quand on a un petit... En fait, on va tellement dramatiser la thérapie de couple qu'on se dit qu'on doit y aller quand c'est grave. Alors que parfois, quand au début des difficultés de communication, on peut y aller pour apprendre juste à mieux communiquer. Parce que parfois, ça commence là. On a des incompréhensions, on sent que je dis ça, mais il comprend si. Et on n'arrive pas pour un petit problème. Pour une bouteille d'eau, on va s'énerver. Ça n'a pas bloqué tous les départements de notre vie. Mais c'est de l'accumulation aussi. Exactement. Et quand on sent que vraiment on a du mal à communiquer, on peut se sentir isolé, bien qu'on soit en couple par exemple, on peut sentir qu'on n'a pas de réciprocité. Donc on ne partage plus les choses du quotidien, on n'est plus tout le temps pendant la journée à s'écrire, à s'appeler, quand bien même parfois, il y a certains couples qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais quand on voit un avant et un après, on sent qu'il y a un changement qui ne s'explique pas et qui dure, qui n'est pas transitoire, parce qu'il y a des changements qui sont liés à différentes phases. Je commence un nouveau travail, j'ai la pression, je suis stressée, d'accord, effectivement, c'est une phase où le couple peut subir des... Ouais. Exactement, donc, exactement. Et donc, ou quand on va voir qu'on n'a plus d'intimité, donc de l'intimité physique, donc la sexualité, ou bien juste de l'intimité émotionnelle, quand il n'y a plus de connexion, quand on se dispute beaucoup, là, il faut consulter. Mais voilà, moi, je me dis là même, on a attendu trop longtemps. C'est bien de démystifier, en fait, la... Moi, je pense qu'on peut consulter même quand ça va. Aussi. Parce que je lisais un truc là-dessus... Il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié le nom, qui disait, en fait, moi, je ne vais pas en thérapie pour que ça s'arrête. Oui. Oui. C'est-à-dire, les amis disent souvent, ah, mais ça fait 1 an, 2 ans que
que tu consultes depuis, là, tu n'as pas réglé tes problèmes, tu vois. Mais non, en fait. Et la personne répond, bah non, en fait, moi, je ne fais pas ça pour que ça s'arrête. Je fais ça pour continuer, en fait. Juste pour continuer. Il n'y a pas de date de fin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sain pour toi, mais à n'importe quel moment, parce que tu ne seras jamais parfait. Le travail ne sera jamais fini. Effectivement. Donc, je pense qu'en fait, on devrait même conseiller aux gens de consulter dès le plus jeune âge et peu importe. C'est vrai, et peu importe, et même quand ça va bien, pour même apprendre à se connaître et puis apprendre à savoir comment communiquer, comment... parce qu'il y a toujours des petits... C'est vrai que c'est pas dysfonctionnel, en fait. C'est-à-dire que d'une manière, pour être, je ne sais pas si je vais dire puriste, on va consulter quand on a un dysfonctionnement qui nous empêche de fonctionner, exactement, qui bloque le fond. Là, c'est vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Mais c'est vrai, effectivement, que c'est intéressant d'aller consulter pour poser des questions, pour apprendre à mieux se connaître et pour lever parfois certains blocages et pouvoir anticiper certaines choses. Et c'est intéressant. Et moi, quand j'ai commencé mes études en psychologie, je disais, mais il faut qu'il y ait des cours de psychologie partout. Ben oui. Dans tout moment et tout. Totalement. Il faut qu'on fasse des cours. Et ça me faisait penser à mon couple, justement, quand tu disais je réalisais que mon couple a bénéficié de thérapie de couple gratuite. Ben oui, forcément. Oui, parce que quand je regarde mon couple avant et aujourd'hui, on a eu différentes phases et on a appris à mieux communiquer, à mieux gérer les conflits. Par exemple, moi, je ne sais pas si depuis une dizaine, bon, non, je ne vais pas abuser, 6-7 ans, je ne me souviens pas m'être disputée avec mon mari. On discute, on a des discussions et en fait, et ça c'est le fruit de... Non, mais en fait, c'est possible parce que parfois les gens se disent non, mais c'est pas possible et tout. Et je me souviens une fois, ma soeur me disait, mais pourquoi les gens veulent se disputer? Elle dit non, mais Sarah, en fait, il y a des moments où on veut se disputer, on veut en découdre, on n'a pas envie de. Il y a des moments où la toxicité, il y a des moments où tu as juste envie de violence. Tu as envie de confrontation. Il y a un problème. Et donc là, quand tu disais, effectivement, on n'a pas besoin de consulter quand ça va mal. Nous, c'est comme si on a consulté quand ça allait bien et on a appris à communiquer, à s'améliorer, à faire des compromis. C'est encore mieux, en fait, de consulter quand ça va bien, en fait. C'est encore mieux. Et en plus de ça, moi, je connais personne qui n'a aucun problème psychologique. C'est-à-dire, honnêtement, hein, je connais des gens que j'admire vraiment beaucoup, mais je sais qu'ils ne sont pas parfaits et qu'ils ont des soucis. Ils sont pas... Psychologiquement, c'est difficile d'être totalement sain, totalement bien dans sa peau, surtout parce que même si tu as bien grandi dans un bon environnement, la société peut te heurter, la vie va te heurter, enfin peu importe quoi. On a tous des choses qui nous arrivent et je pense qu'on a tous besoin d'en parler et pas forcément à quelqu'un qui est proche de nous, quoi. Effectivement. Et là, ça fait vraiment toute la différence parce que quand la personne n'est pas proche de nous, elle a un recul et une neutralité qui est utile. Parce que souvent, les proches des gens n'osent pas leur dire tout. Parce qu'on a peur de leur jugement, quoi qu'on dise, on va dire non, moi j'ai aucun problème, je lui dis tout, c'est vrai. Mais parfois il peut y avoir certaines choses dont on va avoir peur et qu'on va avoir peur d'exprimer. Et aussi la personne en face peut ne pas être neutre. L'avantage avec le psychologue, c'est qu'il est neutre, il ne nous connaît pas avant, il ne connaît pas l'histoire, donc il n'est pas biaisé. Il n'a pas de biais et aussi il est formé. Donc il sait comprendre certaines choses différemment et il sait donner les outils. Parce que le but, c'est pas forcément juste d'être écouté. Souvent, ça aide juste d'être écouté, mais parfois, on a besoin de travailler des choses et de faire des changements dans notre caractère. Si on a l'habitude de répondre en criant, oui, je vais en parler à tout le monde dans mon entourage, mais est-ce que ça va m'aider à comprendre pourquoi je ne fais que vociférer sur tout le monde à tout moment quand il y a un conflit? Alors que le psychologue pourra m'aider à comprendre d'où ça vient, identifier les déclencheurs et à travailler dessus. Parce qu'en parler ne permet pas toujours de nous améliorer. Alors que le psychologue va nous aider à travailler, à être la version de nous-mêmes qu'on a envie d'être. Après, tout dépend des objectifs. Parce que parfois, on peut vouloir, et c'est pour ça que je parle vraiment d'objectifs, parce que souvent, on peut vouloir juste être écouté. Là, c'est correct, tout le monde peut nous écouter. Mais si on veut qu'il y ait du changement, peut-être que l'interlocuteur doit changer. Et ça. Ouais. Je lisais même juste ce matin
qu'il y a une fille qui a été filmée pendant des ébats. Ses amis ont montré ça à ses parents et sa mère l'a brûlée avec un fer à repasser. Donc pour dire à quel point, en fait, parfois, c'est pas à la famille qu'il faut en parler, en fait. Et tu vois, des histoires comme ça m'a choquée. J'étais dans la voiture ce matin, j'ai regardé ça m'a rendue super triste. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment important parfois, surtout aujourd'hui, d'en parler en fait à un professionnel et que les parents parfois ne s'impliquent pas trop dans ta vie, quoi. C'est vrai, et surtout pour les couples, parfois quand les parents s'appliquent, après ça peut prendre des proportions, souvent ça peut être terrible. Mais oui, parce que eux en fait ils ont un idéal et ils veulent le meilleur pour toi, et le meilleur pour toi c'est le meilleur que eux ils connaissent. C'est-à-dire que eux ils ont une idée de ce qui est le meilleur. Et c'est pas forcément le meilleur pour tout le monde. Donc du coup, ils veulent forcément orienter « Ah non, cette personne-là ne correspond pas à l'idéal que moi, j'ai dans ma tête. » Donc ça ne me plaît pas. Donc je vais te dire que « Ah non, cette personne-là n'est pas faite pour toi. » alors que… Tout à fait, oui. Ouais, et c'est tellement intéressant ce que tu dis justement, parce que même aussi avec les amis à qui on va parler, parfois les amis vont nous donner des conseils sur la base de elles, comment elles ressentent les choses, et de elles, comment elles voient exactement leur propre trauma, et puis du coup le conjoint idéal pour elles, qui n'est pas le conjoint idéal pour moi. Et parfois la personne va donner des conseils, oui mais tu sais lui il est comme ci et tout, non mais franchement il n'est pas bien, non mais s'il fait ça c'est que si, parce qu'elle parle sur la base de son expérience, des comportements qu'elle a vus, elle donne des conseils sur cette base là et ça n'a rien à voir avec la personne dont on parle, parce que du coup toi tu es en couple avec quelqu'un qui a un tempérament différent, qui a une histoire différente, qui a une personnalité différente et qui agit pour des raisons différentes. On peut voir un même comportement mais l'origine est différente, et ta copine elle a vu le même comportement, c'était une autre origine, mais elle va te dire non mais c'est à cause de ça, alors que c'est pas vrai. Il faut avoir une certaine connaissance et je vais dire expertise aussi du comportement humain pour arriver à voir que attention, peut-être qu'il peut agir comme ça pour telle et telle raison, et vu qu'on est en couple, on est ensemble, on arrive à identifier, à comprendre que ce qu'on peut penser n'est pas la réalité et il y a toute autre chose pour cette personne-là. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que parfois les gens vont projeter aussi, quand on va se confier à notre entourage, exactement, leurs peurs, leurs attentes, leurs expériences. Et parfois, on n'osera pas dire « moi, je n'attends pas ça ». On va se laisser, surtout si on est une personne qui est un peu inhibée, exactement, on va se laisser influencer par la vision du couple idéal, alors que nous, on voit les choses totalement différemment. Et parfois, j'ai des patients qui me disent « mais est-ce que c'est correct que moi, j'aspire à tel type de relation ?» Ben oui, c'est ta vie, c'est toi. Tu as le droit de vouloir ce que tu veux. C'est pas quelque chose de, tu ne veux pas des choses qui sont dysfonctionnelles, qui sont toxiques, qui sont mauvaises. Tu veux juste quelque chose de différent des autres, et c'est ok parce que c'est ce qui fonctionne avec toi. Mais et ils vont me dire oui, mais mes amis elles me disent que c'est bizarre, etc. Mais non, on a le droit de vouloir des choses différentes. Et le risque surtout, c'est que quand on va avoir souvent certains amis, l'effet de cohorte va faire que nos amis en fait vont changer notre manière de penser. Exactement, notre manière de penser. Alors qu'on avait une manière de penser qui était, bon, parfois changer positivement, mais parfois changer négativement, ou vraiment nous influencer et nous pousser à croire qu'on veut des choses qui ne sont pas correctes, alors que ce n'est pas le cas, et projeter leurs attentes sur nous, qu'on va projeter dans le couple, et on va avoir des problèmes. On ne va pas s'en sortir. Exact. Mais c'est difficile parfois, parce que les amis veulent ton bien, hein. Oui. Elles veulent ton bien, et parfois même, en fait, elles vont te prévenir et elles vont avoir raison. C'est-à-dire, pas forcément sur l'origine du comportement, mais elles vont te dire « Ah, attention, un gars comme ça, c'est un trompeur. Oui. » Et puis finalement, tu n'écoutes pas au départ parce que tu es amoureuse et tout, et puis finalement, le gars te trompe. Oui. Donc ça donne raison. Oui. Donc tu te dis « Ah, j'aurais dû écouter ma copine. » Et après, pendant toutes tes autres relations, tu vas écouter tes copines. Parce que tu vas te dire bah, « Elles avaient raison et je ne les ai pas écoutées. Oui. » Bah, maintenant j'ai le même trauma qu'elle en fait. Oui. Donc du coup… après, tu ne fais qu'écouter les autres et puis tu passes à côté de certaines choses. C'est ça, tu passes à côté de certaines choses. Et c'est là où c'est important vraiment d'avoir confiance en soi.
Et de pouvoir se dire, oui, bah, j'ai fait une erreur de diagnostic au début, une erreur de jugement, je me suis trompée, et il m'a trompée, ok, d'accord, ça ne veut pas dire, je prends et je vois qu'est-ce qu'elles avaient vu comme red flag, et moi je les prends, ces red flags-là, et je me projette pour après, je vais essayer d'appliquer. Et alors que quand on n'a pas confiance en soi, on se dit, ok, donc moi je pense que pour le domaine de reconnaître une personne qui est bien pour moi, je n'ai pas les capacités, donc je me confie à mes amis et puis je regarde qu'est-ce qu'elle me disait là. Oui, c'est en ça que c'est dommage quand on n'a pas confiance en soi, et parfois c'est correct aussi de faire des erreurs, parce que souvent on va avoir peur de faire des erreurs, mais je ne veux pas me tromper, je ne veux pas tomber sur la mauvaise personne, alors que souvent on ne peut pas s'éviter les erreurs. Comment on se sort en fait de la peur quand on a vécu des relations toxiques et que bon bah on veut avancer, on a envie quand même de finir sa vie avec quelqu'un, de fonder une famille, mais on a peur parce qu'on a vécu tellement de traumas dans nos précédentes relations que déjà de un, on n'arrive pas à reconnaître une bonne relation ou une bonne personne qui veut son bien parce qu'on n'a pas connu ça, donc forcément on ne sait pas ce que c'est. Et en plus de ça, même quand peut-être on voit que la personne est bien, on a toujours peur en fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de se reconstruire une vision un peu neutre, quoi? Tu veux dire à part le fait de venir chez les psychologues? Ouais. À part le fait d'aller en thérapie? Je veux dire plus, qu'est-ce que tu leur apprends, qu'est-ce que tu apprends aux personnes qui viendraient vers toi pour te dire j'aimerais arriver à faire confiance à nouveau? Alors, déjà, la première étape, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre notre part de responsabilité. On a toujours une part de responsabilité dans une situation, même quand elle a été toxique. Et quand je dis part de responsabilité, c'est pas c'est de ma faute. Parfois, la responsabilité qu'on a eue, c'était de ne pas partir. Ouais, tu vois, et en fait, c'est de vraiment comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a commencé, à quel moment ça a shifté, et qu'est-ce qui a fait que j'ai pas vu, qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas partie, ou qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas réagi de telle ou telle manière. Vraiment juste comprendre, sans être culpabilisé, parce que parfois quand on le fait avec des amis, les amis, ouais toi mais tu es trop comme ça, etc., on va beaucoup être culpabilisant. Là c'est vraiment un peu de la recherche, et souvent j'aime dire, souvent on fait des frises chronologiques de nos vies, et on écrit, on dessine, et puis on voit, ben, en telle année il s'est passé ça, et ensuite il s'est passé ça, et à tel moment je me suis sentie comme ça, etc. Donc on met tout à plat, tout en perspective, et on regarde, et on voit comment les choses ont évolué par rapport à mon ressenti, comment les choses ont évolué par rapport à la confiance que je m'accordais, à quel moment je me suis déconnectée de ma famille, à quel moment j'ai été isolée, ou à quel moment j'ai vraiment perdu confiance en cette personne, mais je suis restée parce que j'avais peur de ne pas trouver une autre personne, etc. Donc on fait vraiment un historique, et la frise, on fait les détectives. Et après, on se focalise maintenant sur les objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre? Donc une fois qu'on a compris et qu'on voit aujourd'hui la personne se sent comment, on fait des tests pour savoir l'estime de soi elle est comment, le côté pessimisme, dépression, etc. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Quel type d'anxiété? La peur d'échouer, ou la peur d'être avec quelqu'un qui va me maltraiter, ou la peur d'avoir des enfants, avec le fait de me mettre en couple avec une personne, d'avoir des enfants avec cette personne et que le couple se casse pour être mère ou père célibataire, par exemple. Donc on regarde et on fait un peu la liste des peurs, et ensuite on les attaque une par une. Mais les grands axes, ça va être de travailler encore une fois ces pensées-là. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quasiment une certitude que si tu te mets avec une personne, la probabilité que le couple se casse est élevée? Et pourquoi est-ce que tu te dis que si on se sépare, ce sera terrible si je suis seule avec les enfants? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en ta capacité, si jamais ça arrive, et ce n'est pas une certitude, à te relever? Donc on va beaucoup travailler sur les schémas de pensée dysfonctionnels que cette relation a apportés. Donc le fait de se dire, parfois, il y a certaines personnes qui sortent de relations se disant mais en fait je ne retrouverai jamais une personne aussi bien que telle. Et parfois ça prend de déprogrammer ça pour que les personnes se rendent compte que mais en fait je pensais que cette personne c'était la meilleure personne pour moi. Mais est-ce que c'est cette personne qui était la meilleure personne pour moi, ou c'est la version de toi? Exactement. Ou alors même, c'est la version de toi que tu recherches, mais ou bien c'est l'image que je me suis construite de cette personne, qui est
la personne idéale. Et ce n'était pas la vraie. Et souvent, hein, on remarque après que, mais en fait, je me suis construit une image de cette personne. Et c'est à ça que je suis accrochée. Mais ce n'est pas cette personne. Et donc, finalement, je peux garder l'image, mais je décroche. Je délie les deux choses pour réaliser que moi, en fait, j'étais folle amoureuse de telle personne et je pensais c'est telle et telle et telle personne qui est la personne parfaite pour moi, mais finalement c'était pas lui ou c'était pas elle. En tout cas, si c'est terminé, c'est que forcément il y a une raison. Exactement, c'est que forcément il y a une raison et aussi donc il va avoir ce type d'axe de travail et il va avoir les axes de travail de, comme je disais, déprogrammer par exemple le fait de se dire que personne ne voudra de moi ou j'ai des enfants donc la personne m'a toujours dit qu'il m'a accepté avec des enfants. Et donc personne, si on se sépare, personne ne voudra de moi avec les enfants. Ou alors j'ai tel niveau social ou professionnel, donc ce sera difficile pour moi de faire telle et telle chose, etc. Donc vraiment, on attaque tous les éléments, tous les domaines et on challenge. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi? On travaille sur l'estime de soi et on est beaucoup dans le présent. Donc on va aussi beaucoup poser des actions. Moi, je donne beaucoup de devoirs à la maison à mes patients. Donc, on va souvent faire des jeux de rôle parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment perdu confiance en elles pour même aller aborder quelqu'un et entamer une discussion. Donc, on va faire des jeux de rôle. Moi, je suis l'homme ou la femme et puis du coup, tu m'abordes et on discute. Et on discute, donc on va vraiment travailler ces éléments. Ou alors, certaines personnes qui n'arrivent plus à donner leur opinion et qui vont se retrouver à accepter tout ce que l'autre, je rencontre une nouvelle personne, je veux absolument que ça se passe bien, je vais réprimer ma personnalité. Et donc on va réapprendre à affirmer sa personnalité, à dire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et on va travailler le pourquoi est-ce que quand je viens il dit qu'il veut du coca et moi je dis que je veux du Fanta. Je donne un exemple bête. Hein. Pourquoi est-ce que je me sens mal de ne pas avoir pris du coca? Oui. Pourquoi tu t'es senti mal ce jour-là? Ouais, non, mais je me suis dit qu'il allait penser que si. Ouais. Voilà. Et là, bim, on attaque. Pourquoi est-ce que tu penses que ça? On déconnecte cette pensée limitante pour que la personne te dise, mais non, c'est OK de vouloir, s'il ne veut plus de moi parce que je veux du Fanta alors qu'il veut du Coca, bon, peut-être que, voilà, il faut revoir cette histoire. Mais on a l'impression justement qu'avec la société d'aujourd'hui, justement, la personne va te lâcher parce que tu as pris du Fanta et qu'elle a pris du Coca, parce que il y a tellement en fait de couples qui se lâchent pour des bêtises qu'on a l'impression en fait toujours quand on commence une relation qu'on doit performer et qu'on doit absolument, en tout cas quand on tient à cœur de se mettre en couple, qu'on doit forcément en fait passer un certain test et se calquer sur la personne pour que ça marche, parce que sinon c'est sûr que la personne va nous lâcher. Et c'est vraiment difficile quand on a ce schéma de pensée de s'en sortir, en tout cas sans thérapie, c'est presque impossible, je pense. Parce que vraiment, une fois que tu as ce schéma de pensée, tu as l'impression que le monde conspire pour te montrer que tu as raison. Par exemple, si je pense que tout le monde est en train de divorcer en ce moment ou de se séparer, et que tous les couples que je connais, en tout cas, ils sont ou dans des relations vraiment où moi, j'aimerais pas être dedans, ou ils sont en train de se séparer. Et bien, dans ces cas-là, tu vas voir que ça autour de toi. Si ça a commencé à germer ça dans ta tête, tu ne verras que ça. Tout à fait. Moi, en tout cas, j'en ai fait l'expérience et c'est vraiment comme ça. C'est vrai. Et il y a un biais qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties, qui est que je pense que quelque chose va arriver et parce que je pense que ça va arriver, ça arrive. Pourquoi? Parce que je produis un comportement qui fait que la chose arrive. Oui, et c'est vrai que souvent, quand on voit autour tout le monde divorcé, on se dit « oh là 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 là, ça va m'arriver ». Et donc, on va commencer par peur. En fait, la peur du fait que ça arrive va faire qu'on va poser des actions qui vont faire que ça arrive et on se retrouve dans un cercle vicieux. Et effectivement, souvent, on voit beaucoup de couples autour qui divorcent. Mais parfois, ce sont des séparations qui sont soit liées au fait qu'ils n'ont pas pu surmonter des difficultés qui étaient saines, malheureusement, ou alors c'est que ce sont des séparations parce qu'ils ne s'étaient pas mis en couple pour les bonnes raisons. Ou comme par exemple, tu vois, un couple où l'homme aime le coca et la femme n'a jamais voulu dire qu'elle aimait le Fanta. Et à un moment donné, un jour, elle explique que ben non, moi je veux plus de ton coca, je veux du Fanta. Là, il peut avoir des problèmes parce qu'au début, ils n'ont pas été sincères, ils ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient. Donc ils se sont dit que c'était possible de construire quelque chose, mais les deux se sont mis en couple, pas avec ceux avec qui ils étaient,
mais avec un idéal, exactement, avec un mirage. Donc finalement, quand on avance dans la relation et que je me rends compte, mais c'est pas comme ça que la personne est. Ouais, c'est pas toi que... C'est ça. Et donc, du coup, forcément, après, il y a séparation parce que c'était pas dans le contrat, quoi. Exactement, c'était pas dans le contrat. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Il y a le fait de dire, bon, c'était pas... Moi, j'avais vu une autre personne, toi aussi. Bon, maintenant, on fait comment? On se sépare ou on essaie de réparer? Et c'est possible. Moi, je crois que c'est possible. Mais il y a des fois où, bon, c'est vrai que c'est pas possible. Si c'est un sujet sur lequel tu es catégorique, par exemple, tu n'as pas dit à ta femme que tu voulais pas d'enfant, toi, dans ta vie. Tu as laissé un peu faire les choses en lui disant peut-être tard, mais en fait, toi, tu savais dans ta tête que en fait, toi, tu voulais pas d'enfant. Et donc après, quand le partenaire te demande des enfants, toi, tu es là, ah non, mais en fait, finalement, moi, je veux pas d'enfant. Mais on s'est déjà mariés. On a des... Donc, on fait exactement. Quoi? Et là, c'est terrible, et parce que j'ai exercé aussi à la clinique Procréa, et donc j'ai accompagné des couples qui étaient dans le parcours AMP, donc qui allaient faire des fécondations in vitro, des inséminations et tout ça. Et c'est vrai que parfois, et même aujourd'hui, maintenant que je ne travaille plus à Procréa, je vois encore des couples qui ont ce souci-là où ils n'en avaient pas parlé. Et parfois, l'homme a subi une vasectomie, il n'en a jamais parlé. Et ben maintenant, on est mariés. Et du coup, la femme, elle a toujours voulu des enfants. On fait comment? On fait comment? Et parfois, c'est terrible. Et on peut se retrouver à avoir des problèmes. Et un couple comme ça, quand il se sépare, bon... C'est compliqué de se dire qu'ils n'ont pas... Ouais. En fait, on n'est pas d'accord sur un sujet où vraiment... Exactement. Exactement, un sujet vraiment important. Et parfois, c'est qu'on n'a pas été clair au départ parce qu'on voulait absolument... Et finalement, moi, je dis souvent, il faut s'aimer plus que le fait de vouloir être en couple. Parce que parfois, vouloir se réprimer complètement pour pouvoir être avec une personne, c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'on ne croit même pas que c'est possible d'avoir une personne qui va nous accepter, qui va nous aimer. Pour qui on est réellement. Exactement. Pour qui on est réellement. Pour moi et mon Fanta, là, je me dis qu'il n'y a personne qui va aimer la version de moi qui aime le Fanta. Donc je dois aimer le Sprite, je dois aimer le Coca, je dois être... là, on ne parle pas d'une version améliorée. Hein. On ne parle pas de vraiment juste combler les lacunes. On parle de changer foncièrement qui on est. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et c'est important d'apprendre à s'aimer et de s'aimer plus qu'on aime le fait d'être en couple. Parce qu'autrement, on sera en couple, mais ça ne marchera pas. À un moment donné, on sera bloqué ou on ne sera pas heureux. Alors que si on accepte d'être qui on est et de se montrer tel quel et d'avoir une personne qui va nous aimer avec nos imperfections, avec qui on va grandir, là, en fait, c'est mieux. C'est clair. Oui, c'est mieux. Oui. S'il y a quelque chose que je devais te demander, c'est donne-nous un conseil. Si il y avait un conseil que tu devrais donner à tous les couples, ce serait lequel? Un conseil, à part le fait de venir en thérapie de couple quand ça va pas. Mais ça peut être ça. Je dirais que je dirais vraiment, comme je dis souvent, aux couples, aux apéros des couples, parce que je fais souvent des apéros, parce que le couple me tient vraiment à cœur. Et je fais des apéros, oui, avec des couples. C'est à mon cabinet, et du coup, c'est en général trimestriel. On a un thème et on échange, on discute. Avec tous les couples avec qui? C'est ça. Non, pas forcément. Des couples tout venant. Okay. Ça peut être des patients que j'ai ou ça peut être des couples, en général, c'est des couples qui voient l'affiche et puis qui se disent, bah, le sujet m'intéresse. La dernière fois, le dernier apéro qu'on a fait, c'était la routine. Comment faire pour repartir quand la routine s'est installée dans le couple. Ok, d'accord. Voilà, donc on a des thèmes comme ça. Le prochain thème, c'est la communication. Apprendre à communiquer sainement. Et comme je dis tout le temps au couple, et donc c'est un brunch. Je dis un apéro ou un brunch? Un apéro. Non, c'est un brunch. L'apéro, c'est pour les parents. C'est un brunch et du coup, on mange, on discute, on rigole de manière très détendue, mais vraiment, on parle de sujets importants, intéressants et on apprend des choses. Et après, on a des petits devoirs à faire à la maison encore toujours. Mais comme je dis au couple, au brunch des couples, là, je pense que le conseil que je donnerais, c'est d'être intentionnel et d'arriver à déconstruire ce qu'on a pensé qu'était le couple, comme tu as dit, et d'être intentionnel et de comprendre que un couple ne réussit pas par hasard et de comprendre qu'il faut qu'on travaille sur le couple, il faut qu'on travaille sur soi. Et je crois vraiment que parfois on se dit que le couple n'est pas la priorité et
Je trouve que c'est dommage parce que souvent le couple, par exemple dans un mariage, la relation de couple est la base et la solidité de la famille. Selon les croyances qu'on a, on peut se dire c'est vrai que c'est Dieu qui est la base selon les personnes, mais on va dire après Dieu, ça va être le couple qui est la fondation parce que c'est sur ça que tout va venir s'appuyer. Et parfois les couples vont se focaliser sur les enfants, sur le travail, etc. Mais on a une certaine stabilité qui tient du coup parce qu'on voit que quand le couple est fragilisé, on peut être fragilisé, les enfants sont fragilisés, parfois le travail, au travail ça ne va pas. Et il faut être vraiment intentionnel pour réussir sa vie de couple et ça demande de l'effort. Le fait de se dire que ça vient tout seul, comme ça, là, en se regardant dans le blanc des yeux, c'est faux. Ça vient, ça demande un effort et il faut être OK avec le fait de s'améliorer. On accepte de s'améliorer pour le travail, acceptons de nous améliorer aussi pour le couple. Oui. C'est vrai, hein, on accepte beaucoup de s'améliorer au travail, c'est-à-dire qu'on se remet toujours en question « Ah, est-ce que j'ai bien fait cette tâche ? Ah, je pense que je pourrais prendre cette formation-là pour m'améliorer sur tel sujet au travail. » Mais sur le couple, jamais. Non, sur le couple, jamais. On n'ouvre pas un livre, on ne va pas chez le psychologue, on ne pose pas de questions. Oui, exactement, on ne pose pas de questions et on ne communique même pas avec l'autre en face parce qu'on se dit ça doit rouler. Et si ça ne roule pas, c'est problématique. Je reviens à cet idéal qu'on nous a donné dans les films de... C'est-à-dire que vous voyez et puis tout marche. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a vu le truc, quoi. C'est-à-dire on se rend compte, c'est le coup de foudre et puis tout se fait... C'est-à-dire que tout va arriver exactement comme tu le veux. Exactement. Tout est parfait, tout est fluide. J'ai une idée, oh j'ai eu la même. Waouh. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça du tout. Et donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de comprendre que on ne réussit pas son couple par hasard et qu'il faut être intentionnel. Et quand on a l'impression que le couple d'à côté réussit par hasard, c'est faux. Ils sont intentionnels, mais c'est juste qu'ils ne nous disent pas et on ne sait pas. Ouais. Ok. Est-ce que ma dernière question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu as une pratique de pleine conscience que tu aimerais partager avec nous? Comme la méditation ou la prière ou écrire dans son journal? Oh, il y en a tellement. Celle que je partagerais, un peu dans le sens de la prière, c'est parce que je suis chrétienne et il y a un concept qu'on va appeler les déclarations, le fait de parler. Et dans la psychologie, on va parler des affirmations positives. Et c'est vraiment un conseil que j'aimerais partager, en lequel je crois, c'est effectivement de noter. De noter effectivement, bon déjà ça fait 2 conseils. Le conseil d'avant même je dirais, noter nos accomplissements et noter ce qu'on a réussi à faire parce que parfois on ne note pas. Et à un moment donné on perd confiance en nous parce qu'on se dit mais je n'accomplis rien, je n'ai rien réussi. Prendre un cahier et noter toutes les batailles qu'on a remportées, toutes les réussites qu'on a eues et pouvoir de temps en temps le relire pour être galvanisé quand ça va pas et qu'on se dit mais je tourne en rond, venir regarder mais en telle année tu as fait ça, ah ouais, ah oui mais cette formation là tu l'as réussi alors que c'était difficile, ah ouais effectivement non mais tu étais seule avec ton enfant et tu as réussi, il était malade, tu as fait ça, voilà. Donc le premier conseil, mais du coup le deuxième que je dirais c'est vraiment de noter ce qu'on aimerait voir dans notre vie, ce qu'on aimerait accomplir, le noter et le dire. Dire ben, je suis confiante, je suis forte, je n'ai pas peur, je suis assurée, je suis affirmée, je réussis ma vie de couple par exemple, je suis aimante, je suis bienveillante envers mon mari est aimant et bienveillant envers moi, mes enfants grandissent en paix et en sérénité. Tu vois, l'écrire et le dire. Parce que je crois vraiment qu'il y a une certaine attraction qui se fait quand on parle certaines choses. Donc vraiment écrire et dire, et devant un miroir c'est mieux, mais même sans miroir en fait le dire, et c'est quelque chose que je fais souvent et que j'ai fait sur le trajet. Wow. Oui, je l'ai dit, le podcast se passe bien, je suis focalisée, concentrée, calme, pas stressée. Et bien ça s'est bien passé, ben, ça a bien marché, je le ferai aussi. Merci beaucoup pour les conseils. Merci Sarah. Je t'en prie. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et de continuer de nous suivre. Merci beaucoup. Bye bye.